Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie et honorée de recevoir Alicia Sicardi. Alicia est diététicienne nutritionniste de formation initiale. Elle a exercé 5 ans en cabinet où elle prenait en charge des personnes qui souffraient de troubles du comportement alimentaire. Et il y a un peu plus d'1 an, elle a arrêté cet exercice pour se consacrer à des recherches en neuroendocrinologie et en neuroanatomie du comportement alimentaire. Alicia est également l'auteur d'un livre paru aux éditions Le Duc en avril 2021, L'alimentation intuitive, le grand livre. Bonjour Alicia. Bonjour Anne. Déjà, j'ai envie de commencer par comment vas-tu en ce samedi matin où nous enregistrons cet épisode ? Je vais bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu ? Écoute, alors je sors d'un rhume qu'on a pu entendre dans d'autres épisodes précédents, mais qui va quand même un peu mieux. Nous avons dû remettre d'ailleurs cet enregistrement. Je te remercie beaucoup Alicia pour ta flexibilité et voilà, et le fait que tu aies pu déplacer ce rendez-vous. Alors, pour commencer et entrer dans le vif du sujet, déjà, est-ce que tu aurais à compléter cette présentation ? Non, c'était parfait. Ok. Alors, tout d'abord, comment tu définirais, toi, l'intuitivité alimentaire ? Alors, l'intuitivité, pour moi, c'est vraiment le fait de se baser sur son intuition, donc sur ses ressentis qui soient physiques, mais aussi psychiques. Et le fait de se faire confiance dans l'acte alimentaire et peut-être le fait de désintellectualiser l'alimentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur comment manger, quand manger, quoi manger, comment ça se répercute sur notre organisme, vraiment d'aller dans un côté technique de l'alimentation. Et bien que ce soit très intéressant et sûrement essentiel dans certains cas, parfois, ça va intellectualiser l'alimentation et nous déconnecter finalement de ce qui serait plus instinctif, de finalement notre propre fonctionnement, puisque quand on réfléchit à notre alimentation, on va aller dans des explications qui sont assez globales, générales, qui s'adaptent à tout le monde. Et on oublie un petit peu l'individualité qui peut y avoir derrière l'acte alimentaire et qui me semble fondamentale. Le fait de revenir à soi, de s'écouter et sans suivre ce que les autres personnes appliquent à elles-mêmes, qui leur convient peut-être, mais qui peuvent me convenir ou ne pas me convenir. Donc c'est peut-être revenir à moi, apprendre à me connaître, m'explorer, faire des expériences pour connaître mon mode de fonctionnement et du coup adapter mon alimentation à mon individualité. Oui, j'aime bien quand tu parles de cette notion d'expérimentation, en fait, qui est fondamentale pour moi dans ce processus de retrouver ça, parce que pourquoi nous en parlons aussi aujourd'hui, c'est parce que nombre de personnes, dont j'ai fait partie aussi, se sont déconnectées de tout ça et de cette intuitivité-là. À force de suivre des règles extérieures, comme tu le disais, généralisées, les mêmes pour tout le monde, il faudrait faire ci, il faudrait faire comme ça. Et du coup, c'est vraiment des expériences pas à pas, en fait, pour retrouver qu'est-ce qui va... Comme, je sais pas si ce serait correct pour toi, de reconstruire ses propres règles, en fait. Alors, j'aime pas le mot règle. Oui. En le disant, tu vois, c'est ce que je me suis dit. En le disant, je me dis non, ça sonne pas bien, ça. Non, c'est vraiment faire du sur-mesure en fonction de soi, mais pas seulement en fonction de sa personne, en fonction de son vécu dans le quotidien. C'est de l'adaptation sur-mesure à mon individualité, mais aussi à mes expériences du quotidien qui peut être flexible et malléable, j'allais dire d'une seconde à une autre, d'une minute à une autre, d'une journée à une autre, en fonction de comment je me sens dans l'instant T. Parce que le mot règle, bon, je l'aime pas parce que c'est un mot où on a une règle, un jour on y déroge, et pour moi c'est un genre de la culpabilité souvent de déroger à une règle qu'on s'est fixée. C'est très rigide, je trouve.
et du coup pas très intuitif. Mais au-delà de ça, le fait de se fixer des règles, c'est des règles qu'on se fixe par rapport à ce qu'on pense savoir de nous, sauf que nous sommes un organisme qui est en constante évolution d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue psychologique, et ce qui était vrai hier ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Donc se fixer des règles, pour moi, c'est quelque chose qui va plus sur du long terme, qui voudrait dire qu'on a un fonctionnement général global qui est d'une telle manière et qu'on peut sortir, ça nous met quand même dans une catégorie, dans une espèce de case qui me convient pas trop. Je dirais plutôt que c'est apprendre à se connaître pour s'adapter à soi-même dans le moment présent et être conscient de sa propre évolution, de ses propres changements, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient liés à notre environnement. Et du coup, savoir réagir et s'adapter à différentes situations dans le moment présent, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, de suivre quelque chose, je trouve très important quand tu précises, d'à la fois physiologique et émotionnel, psychique, d'une globalité en fait de notre fonctionnement, qui n'est pas que physiologique en fait, hein, de faim, de rassasiement, mais aussi de ce qui se passe émotionnellement et psychiquement. Et de ce qui s'est passé, parce que souvent en tant qu'adulte ou même en tant qu'enfant, on a eu des expériences avec l'alimentation par le passé. Je parle de l'alimentation puisque c'est le sujet, mais de manière globale, on a eu des expériences de vie qui peuvent avoir un impact sur notre alimentation et qui peuvent aussi conditionner la relation qu'on entretient avec notre alimentation, et tenir compte de ça dans son acte alimentaire me paraît tout aussi important aussi. Complètement. Voilà, c'est la fameuse Madeleine de Proust où on a en mémoire une expérience alimentaire qui est associée à un contexte, à une expérience sensorielle, à une expérience émotionnelle, et qui peut aussi conditionner notre comportement alimentaire vis-à-vis de certains aliments, par exemple. Mais oui, et c'est pour ça que, rajoutons-en une couche, hein, que ça va être extrêmement différent d'une personne à l'autre, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, quand on a préparé ensemble cet épisode, on a trouvé intéressant de venir creuser aujourd'hui cette question qui me tient particulièrement à cœur. C'est cette frontière entre une alimentation complexifiée, troublée, entre autres par la restriction cognitive, hein, et peut-être d'ailleurs que ce serait intéressant que tu nous redéfinisses ce concept. Et donc, cette frontière entre cette alimentation troublée et les troubles du comportement alimentaire. Parce que moi, j'ai coutume de parler d'un spectre, en fait, un peu comme on parle du spectre des troubles autistiques, mais finalement, je ne sais pas si c'est tout à fait exact de voir les choses comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, peut-être reprendre depuis le début de ce qu'est la restriction cognitive. Oui. C'est Herman et Polivier dans les années 75-80 qui ont défini, à ma connaissance en tout cas, la restriction cognitive pour la première fois comme étant une tentative, réussie ou non, de réduire sa ration alimentaire pour atteindre un poids inférieur à son poids spontané et s'y maintenir. C'est la première fois qu'on parlait de restriction. Alors cette définition, moi, elle me dérange un peu parce qu'elle va dans le sens de restriction alimentaire. Oui, complètement. Mais elle a été peaufinée, cette définition, en 2001 par une personne dont le nom de famille est Le Barzik, qui a énoncé que lorsqu'un individu décide de perdre du poids, il cesse de sélectionner sa nourriture en fonction du plaisir qu'elle va lui procurer et détermine ses choix à partir de ce qu'il sait ou croit savoir des propriétés nutritionnelles de divers aliments. Et il va adopter du coup une disposition intérieure vis-à-vis de la nourriture par laquelle il substitue la raison au plaisir en se contraignant à privilégier les informations cognitives, donc c'est-à-dire mentales, extérieures et étrangères à lui, donc qui sont dictées par des règles, des croyances extérieures à son propre organisme, au détriment de ses propres sensations physiologiques, internes et personnelles, pour choisir sa nourriture. Donc là, c'est un peu complexe. En plus, je voulais réciter de tête, donc c'est peut-être pas mot pour mot ce qu'il a écrit, mais en gros, là, cette définition, elle me paraît plus exacte, parce qu'elle va bien montrer que la restriction cognitive, dans l'acte alimentaire en tout cas, c'est le fait de faire des choix alimentaires, non pas ou en tout cas d'avoir des croyances alimentaires qui ne sont pas basées sur mon individualité, ma physiologie, ma sensibilité émotionnelle, etc., mais sur des raisons qui sont extérieures, qui sont dictées par la société, qui sont dictées par des règles générales d'autorité de santé qui sont bienveillantes initialement, et par des dictats, par des injonctions, par des croyances, par de l'éducation, mais des raisons qui sont extérieures à moi. Oui, c'est ça. C'est cette définition-là qui, moi, me paraît
vraiment pertinente. Et puis après, plus récemment, il y a quand même le docteur Zermati qui a précisé que la restriction cognitive est un contrôle mental du comportement alimentaire par rapport à un contrôle sensoriel. Donc on revient à cette idée que je vais contrôler mon alimentation non pas par rapport à mes ressentis, mais par rapport à l'intellectualisation que j'ai de l'alimentation. Et que ça concerne toute forme d'alimentation qui est planifiée dans un but de contrôler son poids, donc comme les régimes amaigrissants, les programmes ou conseils d'alimentation équilibrée, les rééquilibrages alimentaires, et que ça entraîne du coup un contrôle très strict, des frustrations qui poussent à déroger à ces règles strictes, et que cela est suivi de culpabilité elle-même qui peut provoquer de nouvelles restrictions plus importantes. C'est ça. Donc, quand on tient compte de tous ces points, si on doit définir peut-être en une phrase et résumer en une phrase, c'est en ce qui concerne l'alimentation, dans le but de contrôler son poids, son apparence physique et ce qu'on ingurgite dans notre alimentation, on va avoir recours à des règles extérieures plutôt qu'à des ressentis intérieurs, et que ça va avoir des effets néfastes sur mon comportement alimentaire. Et que c'est plus un contrôle mental finalement que de ressenti, que de sensoriel, quoi. C'est ça. Du coup, alors, cette restriction cognitive, si j'ai bien compris, elle est tout de même commune à toutes les personnes qui vont souffrir, TCA ou pas, de complexité dans leur relation avec l'alimentation. Est-ce que ce serait un point commun, finalement ? Avec l'alimentation, certainement, mais surtout avec le rapport qu'on entretient à son corps. C'est ça qui est encore plus important, je pense, parce que dans toutes les définitions que j'ai pu énoncer, là, cette restriction cognitive, elle apparaît dans une volonté de contrôler son apparence physique, finalement. Exact. Et que l'alimentation va être une de ces solutions que l'on a trouvées pour adapter et pour contrôler du coup son apparence esthétique. Mais restriction cognitive, est-ce que le rapport c'est forcément l'alimentation ? Personnellement, je ne pense pas, parce qu'il y a d'autres moyens de contrôler son apparence esthétique, par exemple l'activité physique. Pour certaines personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, elles peuvent avoir recours à des conduites de purge, comme le fait de se faire vomir, ou de prendre des laxatifs, ou des diurétiques, pour contrôler l'aspect corporel, en fait. Donc ça, je pense que ça va au-delà de la dimension purement alimentaire. Mais comme on parle de restriction cognitive dans le cadre alimentaire, oui, généralement, c'est un point commun à toutes les personnes qui ont une relation complexe avec l'alimentation. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, je réalise tout d'un coup qu'on va parler de troubles du comportement alimentaire, certes, mais ça va bien au-delà, en fait. Parce que dans l'intitulé, ou quand on parle de relations complexifiées avec l'alimentation, ça n'englobe pas cette dimension image corporelle, finalement. Rien que dans le terme. Bon, je sais pas, ça me vient là tout d'un coup, mais... Après, quand on lit les définitions des troubles du comportement alimentaire telles qu'ils sont définis dans les textes officiels, textes qui datent de 2013 et qui, du coup, pour moi, sont un petit peu vétustes, on va dire. Il y a, par exemple, si on lit la définition de l'anorexie mentale, on retrouve cette idée d'image corporelle, de ce qu'on parle de dysmorphophobie, le fait de ne pas voir son corps tel qu'il est réellement. Mais du coup, dans le terme trouble du comportement alimentaire, on a le lien directement avec l'alimentation, mais en effet, pas forcément avec la relation au corps. Maintenant, quand on va lire les définitions officielles, on se rend compte que si, quand même, on tient compte de la relation qu'on entretient avec l'aspect corporel. Oui. Alors, pour en revenir à ton domaine de recherche et à ce que tu es en train d'expérimenter, de chercher, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, dans cette frontière, cette différence entre un trouble du comportement alimentaire et une relation compliquée avec l'alimentation ? Pour certains troubles du comportement alimentaire, ça fait plusieurs années qu'il y a des articles scientifiques qui sont parus sur ce sujet-là. On se rend compte que dans ce qui est trouble du comportement alimentaire pur, il y a une dimension physiopathologique qui va induire un déclenchement du trouble alimentaire, qui est lié à un aspect interne, à un mécanisme biologique, et pas à un mécanisme externe, comme peuvent être l'éducation, les injonctions sociales, les croyances alimentaires, bien que tout ça va conditionner quand même le déclenchement du trouble. Si on prend un exemple qui est l'anorexie mentale, qui est celui que je connais le mieux, puisque c'est ce trouble-là que je travaille, il y a des prédispositions génétiques, des gènes de vulnérabilité. Il y a des travaux qui datent de 2017 qui ont montré qu'il y avait au moins 8 lots de gènes
gènes du coup qui sont impliqués dans l'anorexie mentale. Donc un loci de gènes, on va dire que c'est un ensemble de gènes, et que ça fait plusieurs gènes qui seraient impliqués dans le développement du trouble et qui ferait que les patients qui souffrent d'anorexie mentale ont des gènes de prédisposition à développer cette pathologie. Ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est pas parce qu'on a ces gènes de prédisposition qu'on va forcément déclencher une anorexie mentale. C'est les gènes de prédisposition associés à des facteurs déclenchants au cours de la vie. Ces facteurs déclenchants, ça peut être le fait d'avoir un choc émotionnel, un traumatisme, d'avoir des restrictions alimentaires, d'avoir des règles de société, des croyances qui nous poussent à avoir un contrôle de notre alimentation. Il y a plein de choses qui peuvent déclencher le trouble, mais sur une personne qui va avoir des gènes de vulnérabilité en amont. Ça, c'est l'explication qui va différencier une personne qui souffre d'anorexie mentale d'une personne qui peut avoir un comportement restrictif, perdre du poids, être peut-être plus mince que ce qu'il faudrait pour être en bonne santé, aurait du coup des comportements de restriction, où ce serait comportemental et pas lié à l'anorexie pure et dure, ou comparé à des personnes qui souffrent de simple dénutrition, que ce soit pour des raisons de contrôle alimentaire ou pas. Je pense à une personne qui a une pathologie, qui va, je sais pas, une maladie intestinale qui va faire que il va moins manger parce que ça lui fait mal au ventre, par exemple, et qui va du coup peut-être souffrir de dénutrition parce qu'il mange pas assez. Sans avoir les gènes de prédisposition à l'anorexie mentale, et ben on va pas. Voilà, c'est ce qui va faire la distinction. D'ailleurs, ça se répercute aussi au niveau métabolique. Il y a des hormones qui sont sécrétées dans le cadre de l'anorexie mentale et qui le sont moins dans le cadre d'une simple dénutrition. Dénutrition qu'on peut appeler du coup anorexie physiologique? Non, l'anorexie tout court, c'est la perte d'appétit. Oui, la dénutrition peut venir d'autre chose qu'une perte d'appétit, quand tu parlais des maux de ventre, etc. Maux de ventre, on peut avoir l'exemple d'un cancer, par exemple, où on a un hypercatabolisme. Le problème avec les cancers, c'est que souvent les patients n'ont peut-être pas très faim non plus parce qu'ils peuvent avoir un goût métallique dans la bouche ou un dégoût alimentaire. Mais il peut y avoir aussi des patients qui, eux, ont faim, ont envie de manger, enfin, ont cette perte d'appétit, mais où il y a un hypercatabolisme, ça veut dire que le métabolisme est augmenté et les apports alimentaires sont insuffisants par rapport aux défenses. Oui, je comprends. Et là, il y a une dénutrition qui en résulte, mais qui n'est pas liée forcément à une perte d'appétit. C'est pour ça que je disais non. Après, la dénutrition classique, on va dire, c'est le manque d'apport alimentaire par rapport aux dépenses énergétiques, quelle qu'en soit la cause, que ce soit une cause de restriction volontaire ou non. Par exemple, quand on regarde une dénutrition par rapport à l'anorexie mentale, on se rend compte que les personnes qui souffrent d'anorexie mentale ont une sécrétion de gréline qui est largement augmentée comparée à la simple dénutrition à poids égal. La gréline étant l'hormone entre guillemets de la faim. Je mets des gros guillemets parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais qui est l'hormone qui nous dit qu'il faut manger. Donc, paradoxalement, chez les anorexiques, la gréline est au plafond, mais elle n'arrive pas à générer son rôle de induire une prise alimentaire. C'est ça. Et ça, on le retrouve pas chez une personne qui est simplement dénutrie. Oui, ou en restriction cognitive, du coup. Ou en restriction cognitive simple, parce que, attention, l'anorexie peut être aussi en restriction cognitive. Oui, mais oui, c'est là que c'est complexe. Ok, donc du coup, il y avait tout ce qui était autour de la génétique, déjà, qui vient différencier. Ouais. Et puis après, il y a une seconde partie qui m'intéresse moi énormément, qui est l'anatomie du cerveau et la fonctionnalité du cerveau chez le patient anorexique. On s'est rendu compte grâce à des études d'IRM, donc c'est l'imagerie par résonance magnétique. On met des personnes dans des espèces de grosses machines qui vont permettre de regarder la structure et la fonctionnalité, en l'occurrence ici du cerveau. Et on s'est rendu compte que chez les patients qui souffrent d'anorexie mentale, il y avait des modifications d'un point de vue anatomique du cerveau et des modifications en termes de fonctionnalité des régions du cerveau les unes par rapport aux autres, par rapport à des sujets qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire, qui peuvent être minces naturellement, on parle de maigreur constitutionnelle, et ces altérations cérébrales ne se résolvent pas même après rémission. Et par rémission, on entend dans le cadre clinique le fait de retrouver un poids entre guillemets normal, un poids qui ne met pas la vie en danger, et un pourcentage de masse grasse physiologique. Et du coup, ça montrerait que chez les patients qui souffrent d'anorexie mentale, l'altération de ce qu'on trouve dans le cerveau est en amont du déclenchement du trouble, et que ça pourrait être une des causes, pourrait être neurodéveloppementale. C'est-à-dire
le développement du cerveau in utero et même dans les premières années de vie quand les connexions commencent à se créer, etc. Et c'est une des explications qui pourrait expliquer la physiopathologie de l'anorexie mentale, sans parler du côté psychologique, du côté traumatique, du côté restriction alimentaire, injonction sociétale, restriction cognitive, etc. Et chez des personnes qui ont une association des gènes de vulnérabilité, de ces altérations neurodéveloppementales, dans un contexte favorisant l'anorexie, eh bien, on déclencherait ce trouble d'anorexie mentale. Qu'une personne qui est en restriction cognitive, qui est très maigre, qui se restreint, qui a des pensées de restriction cognitive, etc., mais qui n'a pas toute cette complexité physiopathologique, elle a une alimentation qui est complexe, elle a un rapport à l'alimentation qui n'est pas serein, ça peut être très difficile à différencier d'une personne qui souffre d'anorexie en termes physiologiques du terme, mais il n'y a pas les mêmes causes en fait dessous. Et du fait qu'il n'y ait pas les mêmes causes, il n'y a pas la même prise en charge. Bah c'est la question que j'allais te poser. Hein. Du coup, ça veut dire que effectivement la prise en charge, le traitement de la pathologie va être la même en partie, mais pas que. Alors aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Disons qu'aujourd'hui, on va tout prendre en charge de la même façon parce que c'est ce qu'on arrive à faire de mieux sur le plan technique. Pour soigner des altérations génétiques, on n'a pas de solution. Eh ben non. On a des solutions, par exemple, chez l'animal, parce qu'on peut faire des OGM, des organismes génétiquement modifiés, avec des techniques de pointe. Et ça, c'est strictement interdit pour des questions d'éthique évidentes chez l'homme. Oui, j'imagine. Voilà. J'imagine. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si ça pourrait résoudre le problème, parce qu'on n'a pas de modèles animaux qui miment parfaitement ni l'anorexie mentale, ni d'autres troubles du comportement alimentaire, parce qu'on n'a pas la dimension psychologique et sociale chez l'animal. Non, c'est vraiment typiquement humain, en fait, comme trouble. Voilà. Oui. Donc, on ne peut pas jouer sur la partie génétique. La partie neurodéveloppementale, y a des choses qui commencent à émerger, mais c'est beaucoup trop précoce pour dire si ça peut fonctionner ou pas. Et puis, même au niveau métabolique, on pourrait donner des molécules pharmacologiques. Mais pour ça, il faudrait qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe d'un point de vue métabolique, on va dire, chez le patient anorexique, pour pouvoir éventuellement mettre en exergue des molécules pour restaurer ce qui ne va pas et traiter avec un médicament, en fait. Et ça, c'est pas à notre portée aujourd'hui, au XXIe siècle, et je pense que ça ne le sera pas. Enfin, faut pas se leurrer, la recherche prend du temps. Comme je l'ai dit, on n'a pas de modèles animaux, donc c'est encore plus compliqué. Mais il faudrait, en fait, aller jouer sur la cause de la pathologie et pas sur les symptômes. Les symptômes qui étant la perte de poids, la peur de grossir, l'addiction à la maigreur, je ne sais pas comment on peut manifester tout ça, mais en tout cas, ça, c'est des symptômes, mais c'est pas la cause en soi de la pathologie. Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait faire, c'est travailler sur la sérénité dans le comportement alimentaire, sur l'image corporelle, sur la restriction cognitive, sur les croyances limitantes, sur faire une psychologie si jamais il y a eu un trouble traumatique. Et franchement, c'est super. C'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. C'est un gros progrès. Mais je dirais que s'il y a autant de rechutes dans ce genre de pathologie après rémission, c'est aussi parce qu'on soigne les symptômes et on soigne pas la cause. Et est-ce que ça veut dire, parce que c'est une question importante aussi, je trouve, qu'il n'y a pas de guérison possible, du coup? Alors oui et non. Dans le sens physiologique, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas être fataliste non plus. Il peut y avoir une rémission sans problème. Ça dépend de la durée du trouble, de la fréquence des restrictions alimentaires, de l'intensité de ces restrictions, de l'état psychologique de la personne, de si la pathologie est prise en charge tout de suite ou si on attend trop tardivement. Il y a énormément de choses qui peuvent conditionner la rémission et faire qu'il y a certaines personnes qui vont s'en sortir et qui vont très bien s'en sortir, entre guillemets, juste avec le traitement sur le comportement alimentaire, la reprise de poids qui va réguler certaines altérations métaboliques, on va dire, et le fait de travailler sur son rapport à son corps, de faire une thérapie sur un choc émotionnel s'il y a eu. Tout ça, ça peut induire une rémission dans l'anorexie mentale. Ça va pas moduler forcément les gènes, quoique il y a toute une nouvelle science depuis quelques années qui émerge et qui s'appelle l'épigénétique. Donc la modulation des gènes par l'environnement et le fait de travailler sur le comportement alimentaire, par exemple, peut juste moduler certains gènes et du coup les activer ou les désactiver si c'était altéré. Et ça fait encore partie de la complexité de la chose, c'est que chez certaines personnes, juste ça, entre guillemets, même si c'est très long et très compliqué pour la personne qui vit la chose, ça permet d'avoir une rémission solide, durable et sans rechute. Mais l'anorexie mentale, il y a quasiment 40% de rechute après rémission. Donc, on voit
bien que ça ne suffit pas pour de nombreuses personnes. Mais évidemment et heureusement, ça suffit pour certaines. Oui, oui, oui. Et tu vois, j'étais aussi avec ce que tu disais tout à l'heure. Il y a ces prédispositions, en fait, et génétiques et ou neurodéveloppementales, ou c'est forcément les deux, d'ailleurs? Ça, c'est une question, à laquelle je n'ai pas de réponse. Pour la simple et bonne raison qu'il faudrait étudier absolument toutes les personnes. Eh ben oui. Et c'est possible de passer. Nous, on travaille sur des cohortes qui sont relativement réduites, en plus, pour avoir des personnes qui souffrent d'anorexie qui acceptent de participer aux études cliniques. C'est relativement compliqué. La plupart du temps, les personnes qu'on croise à l'hôpital quand on fait des études cliniques, c'est des personnes qui sont mineures. Donc, il faut aussi un accord des parents. Donc, pour étudier la population de manière générale, c'est très compliqué. Donc, j'ai pas la réponse de Oui, bien sûr. absolument toutes les personnes ont les deux. Oui, Les prédispositions génétiques, pour moi, c'est quasiment sûr à 100%. Maintenant, les altérations cérébrales, puis même, là, je donne des résultats d'études où c'est joli, hein, ça fait des jolies études, mais il faut se rendre compte aussi que on a une limitation technique. Ce qu'on voit à l'IRM, est-ce qu'on est sûr à 100%? Comme on compare avec des groupes contrôle, en rapport au groupe contrôle, oui, c'est significatif et oui, il y a une modification. Dans l'absolu, est-ce que toutes les personnes qui souffrent d'anorexie mentale ont le même degré d'intensité, d'altération structurelle, anatomique du cerveau? Absolument pas. D'ailleurs, on le voit, nos groupes sont assez hétérogènes. C'est compliqué de répondre à la question de manière très tranchée. Ça dépend du contexte. Oui, et du coup, donc, j'en revenais à ce que tu disais. Ok, il y a ces prédispositions, mais après, il y a des éléments déclencheurs, en fait. Et du coup, la rémission peut aussi être pérenne, tant qu'il n'y a pas d'autres éléments déclencheurs, peut-être, ou quelque chose comme ça. Oui, et puis on le voit par exemple chez des personnes qui ont eu un épisode plus ou moins long d'anorexie mentale dans leur vie, il y a des éléments clés au cours de la vie future qui peuvent redéclencher le trouble, ou en tout cas donner des signaux d'alerte pour que la personne se dise « Ah bah là, je sens que je suis en train de repartir, je vais me faire prendre en charge tout de suite. » C'est ça. Avant que ce soit trop tard, me faire accompagner tout de suite ou faire quelque chose tout de suite parce que là, je sens que je suis en train de perdre pied. Et chez un homme comme chez une femme, il peut y avoir le divorce, il peut y avoir la perte d'un proche, il peut y avoir un choc, un accident de voiture, il peut y avoir un licenciement, il peut y avoir même des choses qui ont l'air complètement anodines, peut-être un stress quotidien dans son boulot ou dans sa vie de tous les jours, il peut y avoir un conflit amical, familial, il peut y avoir n'importe quoi, même qui ne paraît pas forcément grave, qui peut être l'élément déclencheur dans la vie d'une personne menstruée qui a un désir d'avoir un enfant, une grossesse par exemple, chez la personne menstruée, l'arrivée de la ménopause. Enfin, il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas psychologiquement impactantes, mais qui sont physiologiques. Enfin, bon, une grossesse, la ménopause, ça peut être psychologiquement impactant, mais même juste d'un point de vue physiologique, ils peuvent remoduler certaines choses. Puis on parle de choc émotionnel là, mais il y a autre chose qui est très courant dans nos sociétés, c'est la pression du corps parfait, des injonctions, des recommandations nutritionnelles, de tout ce qui va être aussi orthorexie, l'obsession du manger sain, l'intellectualisation qu'on a autour de l'alimentation qui peuvent paraître complètement anodines et qui sont même des comportements favorisés et banalisés dans nos sociétés, mais qui peuvent suffire à elles seules à créer un contexte de redéclenchement ou même de déclenchement. De déclenchement, ouais, complètement. Et d'ailleurs, ce que je peux voir moi dans ma pratique chez des jeunes femmes ou des jeunes filles qui n'ont pas forcément vécu de trauma très important et qui comprennent pas quoi, elles se disent mais c'est pas possible en fait, ça peut pas être ça parce que moi j'ai pas eu de gros traumatisme, j'ai pas vécu un choc émotionnel fort, mais en fait il y a tout un contexte qui vient appuyer, si je comprends bien, sur la définition du choc émotionnel aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Un choc émotionnel, c'est pas forcément un événement traumatisant à un moment, ça peut être l'enchaînement quotidien ou hebdomadaire ou mensuel de petites choses qui, mis bout à bout au bout d'un moment, font une accumulation qui va créer le choc entre guillemets. Et ça, la personne, elle s'en rend pas compte parce que c'est banalisé. Mais c'est ça, tu sais, moi je parle en général, l'image que j'ai, c'est cette petite goutte qui tombe toujours au même endroit et qui vient déclencher en fait le trouble quel qu'il soit, du coup. Alors, si on en revient à cette question du début, parce que je vois que l'heure tourne et voilà, on a encore quelques minutes à passer ensemble, mais
je reste avec, tu sais, ma frontière, en fait, entre alimentation troublée, complexifiée et trouble du comportement alimentaire. Là, je pense qu'on a bien vu qu'il y a vraiment quelque chose de très différent de par ce contexte, en fait, et génétique et neurodéveloppemental. Et métabolique, je pense. Et métabolique, voilà. Et du coup, est-ce que c'est correct pour toi de parler de spectre, en fait ? Alors, je comprends pas ce que tu entends par spectre. Ah, ok. Tu vois, moi, je suis vraiment avec, quand on parle, par exemple, de spectre du trouble autistique, Ah oui. mais là, ça y est, je vois la différence, en fait. Parce que dans le spectre du trouble autistique, il y a quand même ce diagnostic qui est posé. Tout à fait. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de pathologie dans une alimentation complexifiée, parce que le comportement d'alimentation complexifiée peut mener à une détérioration des composants métaboliques, etc. Mais les causes sont différentes. C'est ça. À partir du moment où les causes sont différentes, c'est que même si les nuances sont subtiles, c'est pas la même chose. Et dans l'alimentation troublée ou complexifiée, ou un rapport pas serein à son alimentation, à son corps, on peut avoir les mêmes symptômes que dans un trouble du comportement alimentaire avéré, avec du coup toutes ces causes initiales, qui soient génétiques, neurodéveloppementales, métaboliques, etc. Mais où justement la cause est différente. Dans le cas du trouble du comportement alimentaire, c'est j'ai des prédispositions physiopathologiques auxquelles vont s'ajouter des facteurs environnementaux, psychologiques, sociaux, ou même juste l'environnement dans lequel j'évolue, qui vont participer à déclencher le trouble. Dans le cadre d'une alimentation troublée, complexifiée, peu importe comment on l'appelle, j'ai pas de problématique particulière ni au niveau de mes gènes, ni au niveau de rien du tout. Je suis un individu... j'allais dire normal, qu'est-ce que la normalité, mais oui. En tout cas un individu qui a un fonctionnement physiologique et on va dire conventionnel et similaire à la majorité, voilà. Oui. Et bien c'est mon environnement uniquement qui va jouer sur le déclenchement d'une mauvaise relation à l'alimentation. Ça va être plutôt tout ce qui est pression sociétale, les injonctions, les dictats, mon éducation, qui vont me créer une charge mentale, qui vont me provoquer chez moi cette nécessité de contrôle, de restriction cognitive alimentaire, et qui vont m'amener du coup dans une relation détériorée et à mon corps et à mon alimentation. Et qui peuvent être tout aussi problématiques, tout aussi douloureuses, voire plus douloureuses, et tout aussi compliquées à prendre en charge sur le long terme. Mais la différence aussi, c'est que dans le trouble du comportement alimentaire, la prise en charge psychologique et sur le comportement alimentaire et sur l'acte alimentaire ne suffit pas à elle seule à soigner 100% des personnes qui font partie de ce groupe, alors que dans l'alimentation complexe, cette prise en charge uniquement psychologique et sur le rapport à l'alimentation, même si ça peut être long, même si ça peut être difficile, même si ça peut prendre des dizaines d'années, même si des personnes finalement n'y arrivent pas au bout du compte, suffit à, en tout cas, apporter de la sérénité, à résoudre une grande partie du problème, quoi. C'est ça. C'est ça. Et parce que, et tu le disais tout à l'heure, on ne peut pas... Alors, je sais pas, j'ai du mal avec les termes parce que je prends presque des pincettes, tu sais, mais on ne peut pas guérir au niveau chromosomique. Enfin, comme tu disais, on ne va pas faire des organismes génétiquement modifiés chez l'humain, neurodéveloppemental, même si peut-être dans des dizaines et des dizaines d'années, un traitement pourrait exister et qui viendrait soigner à cet endroit-là, enfin traiter à cet endroit-là. Il y a quelque chose qui va rester de toute façon. Oui, alors après, ça dépend de ce qu'on met sous le terme de guérison, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec les patients, moi. C'est le rapport à la guérison. Qu'est-ce qu'on entend par guérison ? Qu'est-ce que pour l'individu en tant que tel, et quand on interroge les gens, la guérison, elle prend une dimension différente. Il y a des personnes pour qui ça va être ne plus jamais penser à l'alimentation, ne plus jamais avoir de pensée obsédante par rapport à l'alimentation, oublier tout ce que j'ai vécu pendant mon trouble du comportement alimentaire. Pour eux, c'est ça la guérison, et pour d'autres, ça va être simplement le fait de pouvoir retrouver des activités normales, une sérénité, même si c'est pas entre guillemets complètement parfait au sens où il y a plus du tout de problématique du comportement alimentaire. Il y a des nuances et des degrés dans ce qu'on entend par guérison. Exact, et du coup, c'est pour ça moi, j'aime pas dire qu'on peut pas guérir de l'anorexie mentale, par exemple. C'est pas vrai. Mais oui. Même si on peut pas résoudre les altérations structurelles ou génétiques, je rappelle qu'il y a des personnes qui vivent avec ces prédispositions génétiques ou ces modulations
stimulation neurodéveloppementale, mais qui ne développent jamais d'anorexie mentale. Oui, Donc, c'est ça ne veut important. pas dire qu'elles ont une condition génétique pathologique. Non, c'est juste que cette condition génétique, dans un environnement favorisant l'anorexie, va déclencher le trouble, et que quand le trouble est déclenché, en fonction de degré de gravité, de l'intensité de la pathologie, de si ça a été pris en charge rapidement ou pas, de l'état émotionnel de la personne, de 50 000 facteurs différents, Oui. on peut réussir à avoir une guérison-rémission totale et durable ou pas. Et il n'y a pas de règle en plus. Il y a pas, on se dit pas à cette personne, quand elle arrive dans le cabinet, elle va pas s'en sortir. Moi, j'ai vu des patientes à l'hôpital avec un IMC à 9 qui s'en sortaient très bien, et d'autres avec un IMC qui était à 14-15 et qui ne s'en sortaient jamais. Et donc, c'est même pas le degré de perte de poids, le degré de gravité de la pathologie. Il y a d'autres facteurs qui sont externes ou qui sont internes à la personne, et pour lesquels on n'a pas notion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas tout, on a encore tout à découvrir sur ces pathologies. Alors, comme ça sonne un peu désespérant, parce que du coup, les personnes qui souffrent, elles aimeraient bien avoir des solutions rapidement. Mais en fait, on ne sait rien de la pathologie. On commence à voir des choses émerger sur comment ça fonctionne. Et on ne sait rien. Donc, si on ne sait rien, on peut difficilement dire pourquoi ça fonctionne avec certains, pourquoi ça fonctionne pas avec d'autres, qu'est-ce qui fonctionne exactement, comment ça marche au niveau mécanistique. C'est très complexe. Et pour moi, une des raisons primordiales, c'est qu'on n'a pas de modèles animaux. Alors, je sais que ça va peut-être offenser certaines personnes, hein, mais le fait de travailler chez l'animal, ça permet de comprendre comment, d'un point de vue mécanistique, ça fonctionne, et du coup, de trouver des thérapies. Et si on avance autant avec, par exemple, l'obésité, ou avec un cancer, ou avec des pathologies qu'on peut étudier et mimer chez l'animal, on n'y arrive pas avec les troubles du comportement alimentaire de manière générale, à cause du manque de modèles animaux qui miment la pathologie. Du coup, c'est pas prêt de se résoudre, parce que spontanément, dans la nature, il n'y a aucun animal qui arrête de consommer. Non. Alors, c'est pas complètement vrai ce que je dis, mais en tout cas, au point d'arriver à se dire, je me sens pas bien parce que j'ai peur de grossir, l'animal, il saura pas. Il va même pas penser, en fait. Ça me fait penser aussi que l'anorexie mentale, encore une fois, il y a plein de troubles du comportement alimentaire, je prends celui-là parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, mais avant qu'il y ait dans nos sociétés des problèmes de dictat du corps parfait, de choses comme ça, il y a des cas d'anorexie mentale qui sont décrits depuis la nuit des temps. Mais oui, complètement. Avant même qu'il y ait une pression sur le culte du corps. Donc, et l'alimentation troublée, par contre, il y en avait pas, ou très peu, il y a encore 200-300 ans. Exact. Parce que il y avait pas peut-être cette pression. Les gens avaient d'autres préoccupations, déjà avaient la préoccupation juste de se nourrir, ou d'aller travailler, avaient des préoccupations qui étaient différentes. Aujourd'hui, c'est un peu difficile ce que je vais dire aussi, parce qu'on a des guerres qui sont proches de chez nous, surtout en ce moment. Et aujourd'hui, on n'a pas de souci sur le roi qui va venir réclamer aux paysans son dû, même si nous, on a des impôts à payer. Il y a quand même une dimension différente. D'un point de vue sanitaire, là aussi, je sais que c'est un peu compliqué à entendre, parce qu'on vit la période du Covid, mais on a des moyens qui nous permettent à l'hôpital d'être quand même, de prendre en charge, de soigner, ce qui était pas trop le cas il y a 200-300 ans, et même, j'en parle même pas de encore avant, tous les gens qui avaient pour souci juste de trouver à manger, de se soigner, de payer ses dettes décemment. On n'est plus dans le même contexte de charge psychologique pour des choses qui ne touchent pas l'alimentation. Donc l'alimentation aussi est devenue une autre problématique majeure aujourd'hui. Là où ça n'était pas avant. Donc je pense que ça accentue la recrudescence des cas de troubles du comportement alimentaire et d'alimentation troublée qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Sur l'échelle de l'humanité, on va dire. Je sais pas si c'est ça dans ce que j'explique, mais c'est en fait, on a d'autres préoccupations aujourd'hui, et une des préoccupations majeures, c'est quand même l'alimentation pour tout le monde. On interroge 100% des personnes dans la rue vont nous dire qu'il y a une préoccupation d'un point de vue alimentaire, et même les personnes qui ont des problèmes de précarité, par exemple, qui n'ont pas de quoi se nourrir à la fin du mois, essayent quand même ont cette préoccupation de se dire, ah bah oui, mais moi, comme j'achète des choses qui sont peu chères, qui sont très transformées, où il y a telle ou telle chose dedans, j'ai un risque pour ma santé, et je peux pas y remédier parce que j'ai pas les moyens de le faire. Ma préoccupation, c'est de savoir si je vais réussir à manger à la fin de la journée ou pas, et pas de savoir si ce qu'il y a dans mon assiette, c'est bon pour ma santé. Mais, quand on discute avec eux, le bon pour la santé, ça fait partie des critères quand même. Donc, complètement. On a un rapport à l'alimentation aussi qui est conditionné par notre société, qui est différent d'il y a quelques années.
Ouais, complètement. qui peut accentuer du coup les cas de troubles du comportement alimentaire ou d'alimentation troublée. Oui, c'est ça, et qui finalement est une préoccupation, une problématique relativement récente à l'échelle de l'humanité, contrairement à l'anorexie par exemple, où il y a des cas répertoriés. Oui, clairement. On arrive à la fin de cet épisode, j'allais dire malheureusement, parce que je pense que nous pourrions passer beaucoup de temps à discuter ensemble et qu'il y aurait encore beaucoup de sujets passionnants à explorer. Je te remercie beaucoup, Alicia, d'être venue aujourd'hui pour échanger avec moi, échanger avec nous dans cet épisode de la pleine conscience du pouvoir. Je te dis à très bientôt. Peut-être. Alors, est-ce que tu serais OK pour qu'on laisse des moyens de te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs, Alicia, si on veut venir discuter avec toi? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je sais même plus c'est quoi le nom de mon compte. Oh, mais on le mettra. Mon prénom, point mon nom. Oui, mais on le mettra en lien. Par mail, y a pas de souci. Si y a des questions par mail, je réponds. Après, à savoir que je ne consulte plus, je ne prends plus en charge de patients, et quand je reçois des messages, si c'est une simple question, j'y réponds. Si c'est des personnes qui m'exposent toutes leurs problématiques, je dirige vers la prise de rendez-vous avec un professionnel de santé compétent. Parce que je peux pas résoudre les problèmes juste avec un échange par mail. Mais non. Ce que je comprends tout à fait, hein, moi c'est pareil, hein, quand j'ai des questions trop précises comme ça, on peut pas remplacer une consultation en fait. Hein. Oui, tout à fait. Mais écoute, on mettra également du coup ton adresse mail dans la description de cet épisode. Et puis nous arrivons donc à la fin. Je serai ravie de vous retrouver dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un avis si votre plateforme d'écoute le permet, une note 5 étoiles, et puis de vous abonner au podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.